Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu présent pour ce 5e épisode des Miettes. Je suis toujours en compagnie de mon super détective Mehdi. Salut Mehdi. Salut Hélène, comment tu vas? Eh ben ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va, si ce n'est que je suis encore dans un mood assez terrible depuis que j'ai revu le film du jour. Eh bien je suis très très contente que tu me dises ça parce que de mémoire tu l'avais vu une première fois et l'expérience n'avait pas été tout à fait concluante contrairement à la mienne qui avait été épidermique. Donc je suis très très contente de jeter un froid abyssal en parlant de ce film avec la chaleur qu'il fait actuellement au moment où nous enregistrons cet épisode. On va donc avoir l'occasion aujourd'hui de s'attarder sur Skinamarink, qui est film de Kyle Edward Ball, qui est sorti premièrement le 25 juillet 2022 aux États-Unis et qui a été très peu, voire pas du tout exploité en France, puisque si je ne m'abuse, il a eu 2 séances seulement. Il sera racheté par Shadows après cette toute petite exploitation, voire même cette exploitation avortée, pour sortir finalement fin juillet. Skinamarink, de quoi ça parle? Eh ben c'est très simple. C'est l'histoire de 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, Kevin et Kaylee, qui vont se réveiller en plein milieu de la nuit pour voir que leur père a disparu. Et ils vont se mettre devant la télé pour regarder des cartoons tout en jouant au Lego et en faisant des coloriages, dans une maison qui est quasiment plongée dans le noir, et où ils croient être seuls, jusqu'à ce qu'ils prennent peu à peu conscience qu'en fait, eh bien, pas tout à fait. Ajoutons à cela, histoire de bien mettre l'ambiance, que toutes les fenêtres, toutes les portes, et même les toilettes de la maison vont disparaître. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Mehdi? J'aimerais bien avoir, et je pense que nos auditeurs et nos auditrices aussi veulent avoir les 2 avis, les 2 expériences complémentaires que tu as eues pour ce film. Alors, donc j'ai fait en sorte déjà de me renseigner le moins possible sur ce film. Tout ce que je savais, c'était que apparemment c'était l'un des films les plus effrayants du moment. Je me méfie toujours quand j'entends ce genre de retour parce que on l'entend à peu près 10 fois par an. Je suis allé découvrir ça pendant le festival du documentaire et j'ai été très déçu. Quand je me suis lancé dans le film, j'étais plutôt attiré par ce que je voyais, j'étais vraiment intrigué par le style visuel et sonore très expérimental de l'œuvre, mais il y a quelques jumpscares dans le film et je trouvais que c'était complètement absurde. Je trouve que l'ambiance était tellement bien construite, il y avait tellement quelque chose qui te prenait viscéralement que les jumpscares m'ont tout de suite sorti du film. Je me suis dit, non mais je suis venu voir quoi là? Quelque chose qui cherche à créer une ambiance ou alors le film d'horreur de l'été. Donc ça voilà, ça m'a un peu foutu les boules. Ajoutons à cela évidemment que beaucoup de gens n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient voir en pensant voir un film d'horreur classique. Et beaucoup de gens ont perdu patience, des jeunes notamment, qui ont commencé à faire du bruit, ont commencé à se faire remarquer. C'est impossible de rester dans un film quand t'as ce genre de climat qui est en train de s'installer autour. Et surtout, pour Skinamarink, en fait. Déjà que pour un film classique, tu peux retourner dans le film, tu peux te remettre dedans, tu te dis, bon, il y a eu des perturbations, c'est bon, je me remets dans le film. Skinamarink, c'est vraiment quelque chose qui te demande de... C'est un tunnel, c'est vraiment pour le vivre au mieux, il faut vraiment que ce soit un tunnel dont tu ne sors pas jusqu'à la fin. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment pas réussi à apprécier le film comme j'aurais dû ou pu l'apprécier. Pour le second visionnage, je l'ai vu chez moi, dans le noir, sur mon petit écran, et l'expérience a été complètement différente, pour 2 raisons. La première, évidemment, c'est l'immersion qui est... En fait, c'est la proximité que tu as avec le film. En fait, dans une salle de cinéma, on pense que la salle de cinéma est le cadre parfait pour n'importe quel film. Je suis complètement pas d'accord. Et là, c'est typiquement un cas d'école, en fait. Dans une salle de cinéma, un film comme ça ne fonctionne pas. Il y aurait Lily de chez Jumpscare qui dirait le contraire, parce qu'elle l'a vraiment vécu intensément. Mais moi, vraiment, je pense que avoir une vraie proximité avec l'œuvre, donc avoir l'écran qui est vraiment là, et pas vraiment de monde autour de toi, c'est vraiment la situation parfaite pour rentrer dedans, et pour laisser ton imaginaire essayer de construire tout ce que tu ne vois pas dans le film. Donc voilà, c'est pour ça déjà d'une que le film, mon deuxième visionnage a été bien plus intense, et ensuite
Il y a aussi autre chose, le fait que je ne me sois pas renseigné sur Skinamarink avant de le découvrir pour la première fois a fait que je n'ai pas su comment le regarder. On est habitué aujourd'hui, naturellement, à se laisser porter par le film. Ici, pour moi, je pense que le film nécessite aussi un certain effort de la part du spectateur pour rester conscient de tout ce qui se passe à l'écran et de tout ce qu'on entend. Parce que sans ça, tu ne peux construire aucune histoire, tu ne peux rien construire de narratif si tu ne réfléchis pas un minimum à ce qu'il y a devant tes yeux. Alors ça peut être effectivement une expérience purement sensorielle et ça a autant de valeur. Mais c'est pas évident de maintenir un intérêt tout du long si tu n'arrives pas à comprendre les images qui te sont envoyées quand même. Donc voilà, c'est aussi ça ma première erreur que j'ai pu rectifier lors de mon deuxième visionnage. J'ai été bien plus alerte et j'ai été bien plus vigilant à ce que je voyais, ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux tout ce qui m'était montré. Et toi, comment ça s'est passé ? Alors moi, je l'ai vu chez moi, comme pour ton deuxième visionnage. Donc moi, je l'ai vu, entre guillemets, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que j'étais toute seule chez moi. Et j'en ai vu une partie alors qu'il y avait quelqu'un à la maison, et je me suis rapidement retrouvée toute seule. Et c'était dans le noir avec des écouteurs. Bref, la meilleure configuration possible. Il m'a mis dans un état assez indescriptible que j'avais pas vécu depuis un petit moment devant un film expérimental. C'est-à-dire que je comprenais pas vraiment ce que je voyais et en même temps je sentais qu'il fallait que je voie quelque chose. Sinon ce quelque chose allait m'attraper avant que je le voie. Et Skinamarink agglomère absolument toutes mes peurs d'enfant. C'est très simple. Il marche très très bien sur moi parce qu'il a vraiment assemblé toutes les peurs possibles, imaginables que j'ai pu avoir étant enfant. La peur de me retrouver toute seule chez moi sans que mes parents soient là, la peur du noir, la manière dont notre œil va dessiner dans l'obscurité des formes parfois effrayantes à partir d'objets très simples, la manière dont une simple porte ouverte sur l'obscurité peut devenir absolument terrifiante et abyssale. Et cette manière de se souvenir des choses en tant qu'enfant beaucoup plus grande qu'elles ne le sont réellement. Et ce côté aussi un peu sans dessus-dessous que peut prendre un environnement quand on n'est pas très bien réveillé, par exemple, ou quand on est en train de rêver. Donc je suis sortie de ce film pas vraiment avec une impression de peur, mais une impression de tristesse en fait pour ces petits enfants et de malaise profond dans le sens où ce qui se passe au niveau du film est extrêmement demandeur en énergie. On voit très peu de choses d'une manière générale, on est obligé d'être très focus sur ce qu'il est en train de se passer à l'écran. On sait qu'il se passe en permanence des choses dans le noir et d'ailleurs vraiment j'insiste, il faut voir le film dans le noir parce qu'il y a des trucs qui n'apparaissent tout simplement pas sinon. Oui. Tellement c'est bas en termes de luminosité et ça demande énormément d'énergie. En fait on en sort épuisé avec en plus la certitude que tout ce qui s'est passé dans le film peut d'une certaine manière réellement arriver. C'est-à-dire que c'est inexplicable, donc on peut tout à fait partir avec le fait que il y a un monstre dans la maison, ok. Et en même temps c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retrouver simplement quand on éteint la lumière chez soi, ou simplement se retrouver des souvenirs qu'on a eus dans notre enfance. Et je suis sortie de ce film avec vraiment un état d'épuisement nerveux par rapport au fait qu'il est très très demandeur en termes d'attention, alors qu'il se passe pour ainsi dire pas grand chose. Et vraiment le film est fait pour étirer l'action sur le long terme. Les jumpscares, je crois qu'il y en a 3, ils m'ont pas marqué plus que ça. Par contre ce qui m'a marqué c'est le travail sur le son auquel je suis très sensible à la base et qui là est très très bien fait pour le coup et qui en s'ajoutant au traitement très granuleux de l'image va donner une impression vraiment malaisante d'un univers qui est très familier et en même temps où il se passe des choses très bizarres. Oui, parce que c'est vrai que moi-même pour ma part j'ai parlé de mes 2 expériences sans vraiment aborder mon ressenti. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le film te chope par ce qu'il y a de plus profond en toi.
On n'est pas sur la simple peur de se faire tuer, la simple peur d'un fantôme, la simple peur de... Non, on est sur des peurs qui n'en sont même plus vraiment, ça fait juste remonter des choses qui sont en toi et qui peuvent te mettre dans un profond état de malaise si tu te retrouves à flirter avec des ressentis que tu n'avais pas connus depuis des années et des années en arrière. C'est assez impressionnant en fait, la manière dont le film brille par le ressenti qu'il va faire éprouver au spectateur. Plus que par la tension générée par un quelconque scénario. C'est ça qui fait la grande force du film, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on va très probablement plus se concentrer sur le travail sur la mise en scène et sur le montage et sur le son, tous ces aspects-là techniques qui amènent véritablement un profond sens artistique, plus que tout simplement chercher à analyser le scénario. On va aborder ça, mais on vous laissera par la suite faire vos propres recherches, parce que même à ce niveau-là, effectivement, le film foisonne. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations à en faire, mais c'est vrai qu'ici, on va travailler sur qu'est-ce que Skinamarink et par extension, qu'est-ce que l'analogue Aurore, quelque part. Est-ce qu'on parlerait pas de la genèse du film ? Oui, tout à fait. Il existe sur YouTube plusieurs interviews de Cale Edward Ball, qui est donc le réalisateur du film et qui est très accessible, qui a l'air adorable en plus de ça. D'une manière générale, quand il explique comment lui est venue l'idée du film, pour lui, la plupart des réalisateurs d'horreur, selon lui, ont un jour fait un gros film effrayant de maison hantée. Il prend d'ailleurs pour exemple quelqu'un qui a fait un grand film qui ne se passe pas dans une maison, puisqu'il s'agit de Ridley Scott, et il dit que Ridley Scott a fait avec son Alien son film de maison effrayant dans l'espace. Et lui, il veut faire son film de maison effrayant, mais voilà, différent des autres maisons. Et en fait, la genèse de Skinamarink, pour lui, remonte à plusieurs années avant, quand il a créé sa chaîne YouTube, où il mettait en scène des cauchemars qu'on lui racontait. Son but était de recréer les cauchemars qu'on lui racontait, ce qui rappelle un peu le processus de création d'un film qui vient de ressortir, qui est House, de Kobayashi, qui est un film de maison, qui est constitué en partie par les cauchemars et les peurs de la fille du réalisateur, qui lui a raconté. Sur le processus de création, Cale Edward Ball reste en fait assez elliptique. Pour lui, par exemple, Skinamarink, à la base, c'est juste un titre de travail qui lui tournait dans la tête au sujet d'une cantine à l'origine inconnue, qui est à la fois rassurante et vaguement effrayante, ce qui est finalement un double jeu qu'on a dans beaucoup de cantines de notre enfance. C'est un peu la base aussi de tout ce qui est le genre des espaces liminaires. Et en fait, il avoue très clairement qu'il n'a jamais trouvé de meilleur titre et que celui-là lui convenait très bien. Et il n'a pas, comme beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, l'envie d'analyser, de suranalyser le film. C'est en général l'intervieweur qui s'en occupe. Par contre, il le dit très clairement, il a été inspiré par l'esthétique qui a explosé sur YouTube ces dernières années dans l'horreur d'Internet, qui est l'esthétique de l'analogue horror. Et en conséquence, on peut se demander si cet ovni qu'est Skinamarink, qui a terrorisé une partie de l'Amérique, serait pas une manière de redéfinir un genre horrifique. Oui, parce que on parlait tu as abordé le titre et comment est-ce qu'il a été choisi. Finalement, comment est-ce qu'il n'a pas vraiment été choisi, en fait, il avait juste ça en tête. On va continuer sur cette émission à l'appeler Skinamarink, et on ne l'appellera pas par le nom commercial ultra bateau, ultra basique, qui a été choisi dans un second temps par je ne sais quel distributeur. Maintenant, le film officiellement s'appelle The House. Ce qui est quand même assez stupide, parce que le film se démarque à l'extrême par tous les aspects de sa conception, mais on lui donne le titre le plus générique qui puisse exister. C'est incroyable. Mais bref. Donc voilà, effectivement, nous on continuera à l'appeler Skinamarink parce que ça a le mérite d'être un titre plutôt original. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de définir le genre du film. Et c'est un cas particulier pour Skinamarink. On va pas arrêter de dire ça tout le long de l'émission, je pense. Mais beaucoup de gens estiment que Skinamarink est un film de found footage. Ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que pour
qu'un film de found footage soit un film de found footage, il y a au moins une règle à respecter, je pense, c'est que la caméra fasse partie intégrante de la diégèse du film, et par extension aussi du scénario éventuellement. Ici, c'est pas du tout le cas. Le film a la particularité d'avoir une esthétique technique de found footage, à savoir une image extrêmement granuleuse, un son de très mauvaise qualité. En fait, on insiste vraiment sur la dégradation de l'image et du son du film pour amener vraiment véritablement un climat qui viendra nous happer viscéralement. Et pour comprendre ça, c'est intéressant de revenir aux origines de la technique du cinéma, tout simplement. Depuis sa création, c'est assez évident, mais c'est bon de le rappeler, le cinéma n'a eu de cesse d'évoluer techniquement pour se rapprocher toujours plus de notre ouïe et de notre vue. Le but d'un film de fiction, c'est de nous faire oublier qu'on est en train de regarder une fiction et donc de nous faire oublier tout ce qui fait du film un film. Donc une image granuleuse, ça nous rappellera la pellicule, ça nous rappellera une caméra, un son qui bug ou qui est trop bas, trop fort, ça nous rappellera un micro. Voilà. Tout ça, idéalement, on essaie de s'en affranchir quand on fait un film et quand on montre un film. Sauf que, au fil de son histoire, le cinéma a été bousculé par une technique tout autre qui a une démarche radicalement opposée, à savoir le found footage. Le found footage, donc, a pour but de redistribuer les cartes en insistant sur les tares techniques que peuvent avoir la caméra, le micro, etc. Ou en tout cas, en ne cherchant pas à dissimuler ces éléments-là. Étant donné que la caméra et le micro font partie de la diégèse du film, techniquement, ça pourrait être un documentaire. Et donc, t'es censé y croire plus que quand tu vas voir un film de fiction. Et en fait, du coup, on a eu un certain âge d'or du cinéma found footage. Il a commencé il y a bien longtemps. Je crois que l'un des premiers films, c'était éventuellement Cannibal Holocaust, il me semble. Du found footage ? Ouais, en found footage, ouais. On a eu d'autres choses ou... Ça dépend en fait de la définition avec laquelle on se place. On peut dire que Cannibal Holocaust a révolutionné la manière dont on envisageait le fait de documenter ce que l'on voyait à la première personne. Le found footage en lui-même, c'est une technique expérimentale qui nous vient des expérimentations cinématographiques surréalistes, donc ça remonte beaucoup plus à l'époque où on utilisait des morceaux de pellicule, en fait, retrouvés d'autres films, donc found footage, pour les coller ensemble, voire les introduire dans un autre type de film, en les sortant complètement de leur contexte et en changeant complètement leur sens. Donc ça remonte aux années 10-20. Et en fait, ce que fait Cannibal Holocaust quand il sort, c'est qu'il change complètement la manière de réutiliser le fait de réaliser une expérience en temps réel en termes de pellicule. Le fait de suivre, de documenter son expérience de vision et d'amener avec soi un œil qui n'est pas notre œil humain, cet œil mécanique qui est celui de la caméra. Et donc c'est vraiment... on a tendance à considérer le Cannibal Holocaust comme l'un des premiers films de found footage parce que déjà c'est faux. Mais surtout, ce qui est vrai, c'est que ça fait partie de ces films qui imposent un nouveau choix esthétique. L'idée d'aller visiter un endroit inconnu, de documenter la visite de cet endroit et de faire en sorte de toujours filmer quoi qu'il arrive, sans raison apparente. Et en fait, on prend une posture, là où les personnes qui tiennent successivement la caméra prennent la posture, non plus de documenter pour elles-mêmes l'expérience qu'elles sont en train de vivre, mais documenter pour un potentiel œil extérieur ce qu'elles ont vécu. Ce qui n'est pas du tout le cas de Skinamari. C'est intéressant que tu aies mentionné le fait qu'on ait mis dans ce cinéma-là la règle d'or de ne jamais s'arrêter de filmer. Parce que c'est une des limitations du genre, à savoir, il faut toujours justifier qu'il y ait une caméra dans la diégèse et il faut toujours justifier qu'un personnage ne s'arrête jamais de filmer. Ce qui fait que ce cinéma, dans 80% des cas, a facilement pu se retrouver à tourner en rond, à nous proposer des expériences
toujours plus similaire. Il y a forcément évidemment des cas qui sortent du lot et qui sont exemplaires, mais on a quand même une grosse masse de films qui ont utilisé cette technique et qui n'ont pas réussi à se démarquer, ce qui a finalement donné à ce genre une assez sale image en fait, parce que finalement le found footage pour beaucoup c'est un cinéma relativement ingrat, en fait c'est un cinéma un peu pour les gueux, ce qui n'est pas vrai du tout, mais bref. Skinamarink l'a parfaitement compris, et le fait qu'on soit passé par un âge d'or et qu'on ait été abreuvé, noyé, gavé de ce cinéma-là, a fait que dans l'inconscient collectif, les tares techniques simulées pour le found footage ont su générer en nous une signification. En gros, voir ça nous laisse entendre que c'est potentiellement vrai, ça nous laisse entendre que ce qu'on voit là, ça se rapproche éventuellement du documentaire. Il y a quand même techniquement quelque chose qui nous fait nous dire ça n'est pas une fiction, même si ça se retrouve à en être. À cela, il y a aussi les réseaux sociaux qui ont amené énormément de codes techniques en vidéo et en prise de son, qui nous ont fait nous dire, voilà, le fait de voir ça, c'est potentiellement vrai. Skinamarink a récupéré ça et en a fait sa sève. C'est pour ça que depuis le début de l'émission, je parle beaucoup, et Hélène aussi, on parle beaucoup d'un film qui nous prend viscéralement aux tripes et qui nous obsède, qui nous met mal, parce que par son aspect visuel et sonore, c'est quelque chose qui va nous choper et ne pas nous lâcher. C'est pour ça que je revenais sur le cinéma en found footage, parce que sur la technique, je dis bien sur la technique pure, c'en est le résultat parfait. Et ça pourrait éventuellement ouvrir à un nouveau style d'horreur dans le cinéma, parce que l'analogue horror existe sur internet de partout, mais là peut-être qu'on a ouvert une porte sur un nouveau cinéma, et j'ai hâte de voir ce que ça va amener par la suite. L'important dans cet épisode pour nous, ça va être de se concentrer sur une analyse des choix artistiques qui ont été faits par le réalisateur de Skinamarink pour travailler sur l'image et sur le son du film, et de s'attarder sur le fait qu'il utilise des moyens précis pour jouer sur nos peurs inconscientes ou conscientes et amener une nouvelle forme de peur. La première chose que j'ai trouvée, ça a été la manière dont il va travailler le point de vue, c'est-à-dire où est-ce qu'il va placer sa caméra. Le réalisateur se place du point de vue d'un enfant. Il va donc cadrer très près du sol et il va cadrer très près du plafond. C'est-à-dire qu'en conséquence, tout va paraître immense et les enfants vont paraître tout petits. La maison va paraître perpétuellement distendue, avalée en fait par l'obscurité et par les formes qui peuvent être dessinées par l'inconscient des enfants, mais aussi notre inconscient en tant que personne. Nous aussi, on va être obligé de lever la tête au maximum pour avoir une vision plus exhaustive de notre environnement. On va devoir forcer avec nos yeux dans ce tableau d'obscurité granuleux pour discerner quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes aussi vulnérables que ces personnages enfants. Et là où le film s'éloigne du côté found footage dont on parlait tout à l'heure pour glisser vers l'analogue horror, c'est qu'il y a une forme d'interactivité du film. Nous pouvons, en tant que spectateurs et spectatrices, être concernés par ce qu'il se passe de la même manière que ces enfants. Soit nous l'avons été, parce que ça rappelle des souvenirs, soit nous le sommes actuellement. Il y a énormément de plans fixes très longs dans le film qui, par mécanisme logique cinématographique, donne l'impression qu'il va se passer quelque chose ou que nous devons voir quelque chose. Il se passe effectivement des choses des fois, et à d'autres moments pas du tout. Et c'est ça qui fait que le film joue sur notre état de nerfs et qu'on n'est pas forcément sur ce qu'on peut considérer comme une terreur pure, que plutôt une sensation de malaise très profond de ne pas être à sa place, d'être à la fois très voyeur et en même temps de ne rien avoir à faire avec ses enfants. On a tantôt envie de les protéger, tantôt envie de se barrer de cette maison. Et en même temps, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et il va y avoir un rapport de force très ténu entre la curiosité de continuer à voir
à discerner quelque chose et en même temps fermer les yeux et se dire ok c'est bon j'arrête. D'ailleurs, ça me fait penser à... Tu sais, on a parcouru pas mal de sources sur Internet pour travailler notre analyse du film. Et dans le lot, tu nous avais sorti une vidéo de mecs qui réagissaient au visionnage du film. Ouais. Et il y a un moment qui m'a beaucoup fait rire. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est drôle, mais en plus, c'est un cas d'école parfait sur ce que tu viens de dire, sur le fait de chercher des formes dans l'obscurité du film, dans l'obscurité du cadre. On a ça à un moment où t'as un des gars qui commence à flipper, qui dit « Oh, regarde, il y a un visage !» Et puis d'un coup, il dit « Ah mais non, c'est toi, c'est ton reflet que je vois dans l'écran !» Et c'est tellement ça, tu te retrouves tellement à chercher la moindre chose dans le cadre que finalement, même un simple reflet, tu vas l'interpréter comme partie intégrante du film. C'est en ça aussi que le film nous pousse à chercher en permanence et nous fait rester tout le temps vigilant sur ce qui nous est montré. J'avais trouvé intéressant, moi, il y en a une que j'ai pas mis dans notre corpus, j'ai trouvé une vidéo de réaction d'une jeune femme qui est terrifiée par les films d'horreur et qui, c'est sa marque de fabrique, elle se confronte régulièrement à des films d'horreur pour savoir à quel point elle supporte. Et la vidéo de Skinamarink est assez courte, en fait, elle arrête très vite le film. Ah ouais. Elle arrête très vite le film parce que elle matérialise finalement des peurs que nous avons toutes et tous au niveau de l'immobilité. Et je trouve ça très vrai. Je trouve à titre personnel qu'il y a très peu de types de plans qui sont plus effrayants et malaisants au cinéma que les longs plans fixes où il ne se passe rien. Et il y a ce plan, qui est d'ailleurs devenu l'une des affiches d'exploitation du film, où le petit garçon est assis de dos par terre sur le sol et qu'il regarde Dieu sait quoi. Et elle trouve ce passage absolument terrifiant. Aussi terrifiant que peut l'être l'un des passages où l'œil de la caméra va aller tout doucement pénétrer dans une pièce entièrement plongée dans le noir. Parce que le film va avoir tendance à créer ce rapport de force entre la curiosité de l'enfant, la candeur de l'enfant, et le fait que c'est potentiellement dangereux. Et en même temps, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et en même temps, on a envie de revenir en arrière. Il y a un côté un peu sur place qui crée, en fait, qui est matérialisé par cette immobilité du cadre, et qui, je trouve, est super intéressant dans la manière dont ça va étirer les nerfs des spectateurs et des spectatrices, soit par agacement, soit par ennui, mais en tout cas provoquer un effet qui, à mon sens, est très intéressant. Et il y avait des commentaires sous les vidéos qu'on regardait par rapport à ça pour enrichir notre analyse. Un commentaire que j'ai trouvé super intéressant qui disait Skinamarink m'a vraiment donné l'impression d'une bande de scotch qu'on retire très lentement pour pas abîmer ce qu'il y a en dessous. Et c'est très très lent et on a envie de l'arracher d'un coup et en même temps on peut pas, on veut pas. Et j'ai trouvé cette analogie extrêmement forte. On a envie d'arracher le pansement. Sauf que si on arrache le pansement, il va se passer quoi ? Qu'est-ce qu'il y aura en dessous ? Est-ce que va y avoir du sang qui va jaillir ? Est-ce qu'un monstre va surgir ? Donc on y va petit à petit. Et ce film, c'est une expérience de tâtonnement d'enfant. Cette tension que ça amène au spectateur, le fait que ça lui tende les nerfs à ce point de se retrouver face à un plan fixe qui peut se retrouver à durer justement, il y a aussi cette interaction entre le réalisateur et le spectateur, à savoir le spectateur va questionner le film et se demander pourquoi est-ce que tu me mets ce plan-là ? Est-ce que je dois en tirer quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas me faire débarquer dans le plan juste après ? En fait, c'est ça aussi la question, c'est comme quand on regarde un plan qui est beaucoup trop long, même dans un film d'horreur, et qu'on s'attend à avoir un jumpscare, et qui parfois d'ailleurs n'arrive pas. D'ailleurs, il y a cette situation dans Skinamarink, avec la scène sur le lit. La maman, sur le lit. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est tendre une situation le plus longtemps possible pour que le spectateur soit tourmenté, non pas par ce qui lui est montré à l'écran, mais par toutes les questions qui vont se bousculer dans sa tête. C'est en ça aussi que ça en fait un cinéma purement viscéral. Finalement, en ce sens, toutes ces questions qui se posent, ça fait de ce film une espèce d'enquête dans laquelle on va tâtonner à la fois en tant que spectateur et à la fois en tant que personnage principaux. Encore une fois, l'une des grandes questions qu'on se pose, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans du found footage, qui tient la caméra ?
pourquoi elle est là. C'est pas des caméras de surveillance, a priori, ou parce que sinon elle serait vraiment posée bizarrement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le film va évoquer un point de vue propre, un point de vue spécifique, qui, si on veut prendre des moyens de facilité, mais qui marche très bien, pourrait s'apparenter à celui du rêve, notamment grâce à un travail sur les sons, qui peuvent être à la fois très proches, à la fois très très loin, très ténus. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé dans le film, je parle de cette histoire de tâtonnement, ce qui m'a mis le plus mal à l'aise dans le film, c'est l'utilisation des sous-titres. Je trouve que l'un des sous-titres les plus effrayants du film, c'est le sous-titre Small Footsteps, donc petits pas, que l'on entend des fois et que l'on n'entend pas. Et souvent, les sous-titres servent quand la lumière est tellement basse que l'on ne voit rien. De telle sorte que ces petits pas peuvent être à la fois les petits pas de l'enfant, comme être les petits pas de quelque chose de très dangereux. Ce qui des fois va ensemble, mais on va y revenir. Il est très difficile de comprendre ce qu'il se passe, et je pense que c'est fait exprès. Les sous-titres, ici, sont complètement détournés. Soit ils transcrivent les dialogues qu'on entend, soit ils transcrivent des dialogues qu'on n'entend pas, soit, alors que l'on entend des dialogues qui sont parfaitement incompréhensibles, il n'y a pas de sous-titres pour les traduire. En conséquence, on se trouve face à plusieurs niveaux de lecture. Alors peut-être qu'il existe un niveau de lecture uniquement avec les sous-titres, peut-être qu'il existe un niveau de lecture uniquement avec les sous-titres qui sont intégrés à la bande visuelle, parce qu'il y a des sous-titres sonores et il y a des sous-titres visuels, ou peut-être qu'on peut imaginer une histoire simplement avec les images. Et encore une fois, ça c'est un des éléments principaux de l'analogue horror, c'est les cartons. Les cartons sur lesquels vont être écrits des messages. Des messages qui vont être parfois, quand le choix des mots est bien fait, absolument terrifiants. Dans l'analogue horror, c'est extrêmement répandu, ces petits cartons qui vont permettre un travail sur le côté granuleux de l'écriture. Et aussi bien qu'on peut accentuer des mots quand on parle, ou quand on crie par exemple, ou quand on chuchote, sur les cartons on peut les agrémenter de couleurs, de capitales. Et tout de suite, chacune va avoir sa vision auditive. Chacun va avoir sa vision auditive précise de ce qui pourra être écrit et compris. Et par extension, pour rester dans ce registre auditif, le travail sur les sons, et particulièrement sur la musique, va nous permettre d'exploiter un thème qui est celui du souvenir. Tout le film fonctionne sur la nostalgie. Et en un sens, ça peut se rapprocher d'un projet, de plusieurs projets musicaux qui se rapportent là aussi à l'analogue horror et à tout ce qui est épisode des espaces liminaires, qu'on appelle aussi le weirdcore, le dreamcore, le nostalgiacore. Donc cette manière d'évoquer des souvenirs que l'on n'aurait pas forcément vécu soi-même. Ce côté nostalgique, qui est un petit peu appelé par la lo-fi. On peut penser à ce projet musical qui explore la maladie d'Alzheimer et notamment les épisodes de démence, en utilisant des vieux vinyles dont on dégrade le son de plus en plus, qui est le projet de The Caretaker, qui est un très très long projet musical, je crois que c'est 6 heures en tout, 6-7 heures, où il y a plusieurs étapes qui sont autant de gradation vers des épisodes de démence. Et la démence est d'ailleurs l'une des interprétations que l'on peut avoir du film, qui est, je trouve, un peu facile, même si elle est valable. Effectivement, le fait que tu parles d'exploitation des souvenirs, le fait d'emprunter au genre du nostalgiacore et tous ces courants-là, ça nous rapproche aussi, je trouve, du point de vue du rêve, dans le sens où, de toute façon, voilà, que ce soit le rêve ou le souvenir, ça reste des images qui nous viennent en tête, qui de toute façon sont créées par notre esprit. Même si c'est un souvenir, ce sera toujours la copie de quelque chose qu'on aura vécu. Et là, on est en plein dedans, dans le sens où on a plusieurs éléments sonores, visuels, qui, pour moi, rappellent le rêve. Par exemple, le fait qu'on ait des sous-titres qui ne correspondent à rien
qu'on ait entendus, mais qui pourtant sont de toute évidence prononcés, compris par les personnages, puisque les enfants y répondent parfois. Et ça, moi, ça m'évoque clairement le principe du rêve, à savoir que quand on rêve, parfois, un personnage nous dit quelque chose, on l'aura parfaitement compris, sauf que quand on y pense, quand on y réfléchit, on n'a rien entendu au niveau de notre ouïe, on n'a vraiment rien entendu de ce qu'il a dit. Par contre, on sait ce qu'il a dit. Et c'est exactement ce qui est employé ici dans Skinamarink. Et plusieurs fois, assez souvent d'ailleurs. Donc on est sur un genre visuel qui va emprunter à la fois au souvenir, mais aussi au rêve. Parfois peut-être faire un mélange des deux. Et c'est ça aussi qui confère au film une expérience aussi subjective, aussi tournée vers l'émotion, parce que c'est clairement du point de vue. On n'est pas sur quelque chose d'extérieur à un quelconque personnage. C'est forcément un point de vue qu'on emprunte, parce que c'est purement sensoriel ce qu'on regarde. Oui, et ce côté sensoriel n'a qu'un seul but, c'est jouer sur un système de paranoïa, qui lui aussi est très prégnant dans l'analogue horror. C'est le fait de nous maintenir en alerte permanente, et que cet état d'alerte, de paranoïa, de peur, le fait de regarder autour de soi, ce côté extrêmement être aux aguets, demeure même après le visionnage du film. Le plus flippant dans ce type de film, c'est le moment où tu arrêtes le visionnage et où tu n'es pas forcément en sécurité pour autant. Le moment où tu te dis, en fait, ça pourrait m'arriver. Ça peut m'arriver de tomber dans les escaliers, comme c'est le cas du petit Kevin. Ça peut m'arriver de rêver. Ça peut m'arriver d'avoir des hallucinations auditives et visuelles dans différentes situations. Cette alerte permanente, elle est certes visuelle, comme si les jumpscares étaient là pour nous rappeler que c'est un film d'horreur et qu'il faut quand même rester en alerte. Mais ça le fait aussi et surtout de manière sonore. C'est à la fois indispensable de regarder le film avec un dispositif type écouteur et casque, et en même temps c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'il y a des variations sonores qui sont extrêmement fortes. Quand il y a des jumpscares, je pense notamment les trois en fait, les trois jumpscares du film, le jumpscare avec la Barbie, le jumpscare avec le téléphone et le jumpscare avec le visage de Kylie qui est complètement brouillé. Il y a des variations sonores extrêmement fortes, principe du jumpscare, et à la fois des sons qui sont très très bas, comme si c'était des murmures, parfois même des mélopées, qui sont très très éloignés du reste de la bande son. Et il y a ce côté, il y a le travail du son qui est fait de cette manière-là. On va avoir tantôt des sons très clairs, tantôt des sons extrêmement saturés. Moi, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise à titre personnel. Je pense que la séquence du sang qui gicle au plafond, là, 3-4 fois de suite, va rester très longtemps dans ma mémoire, parce que vraiment, ce cri... pareil. Ce cri saturé est terrible. Et le but est d'agir sur les nerfs avec ces dialogues entre les personnages qui ne semblent pas se comprendre, qui ne semblent pas s'écouter. Et le seul dialogue vraiment long, entre guillemets, et compréhensible du film, dont je me souviens, c'est le dialogue, entre gros guillemets, qui se fait au téléphone quand le petit garçon croit ou rêve d'appeler le service d'urgence. Et où on se rend compte en fait que le téléphone, c'est un téléphone jouet, et que en fait le gamin a probablement pu rêver d'être en train de pouvoir appeler les secours. Et il y a un dialogue qui s'instaure à ce moment-là. La scène elle doit durer 3 bonnes minutes. Je crois que c'est le dialogue le plus long, où on a un personnage qui parle et un autre qui lui répond plus ou moins intelligiblement. Et ce dialogue est terrible parce qu'on a à la fois le son et les sous-titres, et le dialogue est vraiment horrible. Il lui dit: est-ce que tu penses que tu peux rester est-ce que tu penses que tu peux rester tranquille, est-ce que tu peux rester avec moi? Le gamin répond non. Il lui explique qu'il s'est fait mal, on sait pas comment, on sait juste qu'il y a du sang partout, on ne voit rien, par contre on entend. Et ça se rapproche beaucoup alors est-ce que c'est dans Mandela Catalogue, je sais plus, de ces principes d'analogue horror, d'affaires criminelles,
où on entend, tu sais, souvent au début, pendant les reconstitutions, ou pas d'ailleurs, hein, quand on reprend des sons d'archives, les appels à la police. Où en général c'est une mère terrifiée qui a perdu son enfant et qui appelle, ou un autre personnage qui s'est fait agresser, ou un personnage qui se fait poursuivre. C'est quelque chose qu'on a tous entendu à un moment donné dans un documentaire, dans un film d'horreur. Peut-être qu'on a tous et toutes appelé nos parents à l'aide à un moment donné et qu'on n'a pas pu obtenir leur aide parce qu'on rêvait ou parce que c'était pas possible. Et je trouve que c'est la scène la plus cruelle, alors qu'il se passe pas grand-chose, finalement. Parce que on a eu la possibilité et l'espoir que ce sentiment d'alerte redescende parce qu'il est entendu par quelqu'un, qu'il peut pallier à ce sentiment d'alerte et d'angoisse. Ouais. Et là, il y a ce plan sur le téléphone où on prend conscience du fait que, non, la seule possibilité de sortir pouvait potentiellement être avec un téléphone, et elle n'est pas possible, elle n'est pas envisageable. Ce qui fait que la seule fenêtre vers l'extérieur, c'est cette télé. Cette télé qui, elle, fait tourner en boucle des cartoons. Et en ce sens, je trouve que le film est construit avec des côtés cartoonesques aussi. Les jumpscares horrifiques de nous adultes, ce sont les rebondissements spectaculaires des cartoons avec des créatures fantastiques des enfants. Et le fait de jouer avec les sons très forts pour attirer l'attention des enfants, pour la maintenir, c'est aussi très cartoonesque. Les jumpscares sont cartoonesques. Il y a un jumpscare avec une Barbie. Tu vois, quand tu prends ça en tête, les visages déformés, ça vient du cartoon. Un personnage qui rit très fort va avoir une bouche énorme, un personnage qui a peur va avoir des yeux énormes. Combien de personnages cartoonesques se retirent les yeux pour les avoir dans leurs mains ou les ranger dans leurs poches ou les mettre sur leur tête? Combien enlèvent la bouche pour la poser sur... c'est très Tex Avery ça. Pour la poser sur une étagère ou quoi, et puis elle se balade toute seule comme ça. C'est très cartoonesque. Enfin, la blague la plus enfantine possible, c'est la blague qui dit « je t'ai piqué ton nez ». Enfin, tu vois, il y a un truc très très cartoonesque qui va perpétuellement être à la frontière du enfantin rassurant et du adulte horrifique terrifiant. Et c'est là où se situe le point d'alerte, c'est à partir de quel moment on se situe pour que ça devienne plus tellement familier, mais pas tellement horrifique encore. Oui, parce que cette exploitation des jumpscares et aussi le fait d'amener ça pour nous adultes, comme eux ont cette dynamique-là avec leurs cartoons, on peut le retrouver aussi sur la gestion de la tension dans certaines scènes. Justement, on en parlait tout à l'heure, le fait que des séquences soient très longues et nous promettent implicitement un jumpscare qui finalement finira par arriver ou non, on a cet aspect-là qui permet de nous maintenir en alerte en permanence et qui booste notre vigilance et qui du coup tend nos nerfs à un point assez extrême. Autant habituellement je pourrais me retrouver à trouver la démarche plutôt malhonnête, parce que déjà le jumpscare c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement dans le cinéma d'horreur, mais encore plus quand on crée la tension pas sur quelque chose qui nous est présenté, mais sur notre attente d'avoir un jumpscare. En gros, dire « Ah non, je veux pas voir ça, ça va me faire peur parce que je vais avoir peur. » Tu vois, c'est pas... Et ça, c'est quelque chose que, habituellement, je déteste dans le cinéma d'horreur. Mais là, vu le soin apporté à l'atmosphère visuelle et sonore, clairement, je veux bien me faire balader. Ça me va très bien parce que c'est un plaisir, en fait, un plaisir un peu maso, faut le dire, mais ça reste un plaisir de ressortir d'un film dans un état de tension et un peu de déprime aussi, aussi fort après Skinamarink. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et pour revenir sur le travail du son qui permettrait de nous maintenir en alerte, il y a un élément, t'as parlé tout à l'heure Hélène du fait qu'il y a des sons qui sont très forts comme des sons qui sont très faibles. Ce qui va, pareil, maintenir notre attention focus. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est cette espèce de paradoxe qui consiste à utiliser des murmures, des sons qui sont censés être très bas quand on entend les enfants se murmurer à l'oreille des choses, mais que nous, on entendra
très forts en fait. C'est vraiment des sons qui vont se démarquer vraiment vraiment bien de toute la nappe sonore, parce qu'on a une... En fait, ce qu'il faut dire, c'est que sur cette ambiance sonore, ça peut être à double tranchant. Ça peut amener effectivement un malaise, mais ça peut aussi vraiment endormir le spectateur. Parce qu'une nappe de bruit, comme ça, un bruit numérique ou vraiment analogique pour le coup ici, c'est quelque chose qui, en restant tout du long, peut nous endormir, comme quand on était gamin et qu'on était dans la voiture et que le bruit de la route qui ne s'arrêtait pas, la vibration. Voilà, les vibrations, ou même quand on est sous la pluie aussi, quand on roule sous la pluie et qu'on a cette nappe sonore permanente, c'est quelque chose qui, moi personnellement, me fait fermer les yeux et voilà, je suis parti pour 8 heures. Là, le fait de gérer le son de cette manière-là, à savoir utiliser les murmures des enfants, en plus la voix d'un enfant, c'est le genre de truc le plus flippant qui puisse exister dans un film d'horreur. Et là, le fait d'utiliser ça pour amener des pics sonores dans la bande-son, c'est brillant. En fait, c'est absolument brillant parce que ça nous maintient éveillés et surtout ça nous maintient dans un état de tension qu'on a rarement connu avant ça. Donc je trouve ça assez impressionnant. Oui, et ça va de pair avec l'utilisation des différents signes de ponctuation sonore qui sont complètement illogiques quand on les entend en tant qu'adulte et qui est rendu possible par cet effet de tension. On atteint un stade de tension dans le film qui fait que n'importe quel bruit, même s'il est illogique avec ce qui est décrit ou montré, peut être flippant. Je pense par exemple au moment où on entend un craquement, le sous-titre le titre comme un craquement d'os, alors qu'on entend, je crois que je peux le reproduire avec la bouteille, on entend un truc plutôt comme ça, un craquement de plastique en fait. Et ça aussi, c'est d'un côté très cartoonesque, très doublage. Et là où c'est terrifiant, c'est que on atteint un état d'adrénaline tel que on peut utiliser n'importe quel bruit, même illogique, pour nous faire croire quoi que ce soit. Le bruit, parce qu'il va intervenir en dehors de cette nappe sonore fondamentale dont tu parles, va être terrifiant. Et il y a une suprématie du sous-titre intégré à l'image qui fait que si c'est l'entité ou le sous-titre qui le dit, c'est que c'est forcément vrai. C'est clairement marqué à un moment donné des os qui craquent, bonne cracking. Et je me souviens, j'ai fait non. Ça va pas être possible. Parce que c'est une scène on ne voit pas, c'est une scène qu'on entend. C'est une scène qu'on entend et sur laquelle on peut poser absolument toutes les interprétations possibles. Il y a une interprétation de suicide, il y a une interprétation de meurtre, une interprétation d'un personnage qui trébuche. Ça peut être les Legos qui s'entrechoquent. Mais le film te dit ce sont des os qui craquent. Et on est dans un tel état de tension que même ces sous-titres deviennent rassurants. Ça devient des indicateurs. Tellement tous ces sons nous plongent dans une espèce de transe, ça devient peut-être la seule indication logique, plausible, tangible de ce qui peut se passer. On s'en remet à ces écritures parce qu'on ne voit rien et ce qu'on entend est peut-être même le fruit de notre hallucination et de notre imagination. Parce qu'en fait, le plus important qui se passe dans le film, et c'est là que ça le rend très impressionnant, c'est tout le travail qu'il y a sur le hors-champ. Un hors-champ qui, ici, est à l'intérieur du champ. C'était intéressant ce que tu disais au niveau des jumpscares, notamment dans les scènes qui s'étirent, parce que on va avoir assez peu de coupures finalement pour nous rendre vraiment mal à l'aise. On va avoir les jumpscares qui vont être des juxtapositions de plans absolument illogiques et donc effrayantes. Mais on va avoir ce système narratif qui consiste à faire rentrer directement dans le champ quelque chose qui ne devrait pas y être. Ça passe par un personnage qui se retourne, ça passe par un personnage le dernier plan du film, ce visage que l'on croit voir apparaître et puis qui finalement se dissout et puis qui finalement revient et puis qui finalement se dissout, qui se déforme, qui se reforme. Ça passe par un plan fixe où il y a une couette et la couette, tu sais pas pourquoi, elle sort du champ
sans aucune raison logique. Rien que ça peut effectivement effrayer. Et toute cette technique d'utilisation du hors-champ passe en premier lieu par des techniques visuelles qui consistent à cadrer des angles de porte, des morceaux de plafond. Et le réalisateur en profite pour, à ce moment-là, mettre plein de bruit pour nous donner l'impression qu'on est en train de louper quelque chose. Et en fait, en tant que spectateur, on est puni la plupart du temps. Tu sais, on est au coin, mais littéralement. On est au coin littéralement pendant que tout autour, une ambiance se crée et on n'est pas convié à cette ambiance. Tout ce qui se passe d'intéressant se passe hors champ. Tout ce qui pourrait nous faire avancer le récit, nous le donner à comprendre précisément, se passe hors champ. Ça nous pousse à faire marcher notre imagination, ce qui est le mécanisme basique du hors-champ visuel, stimuler notre imagination, notre imaginaire, notre côté d'anticipation pour savoir ce qui va se passer. Et donc générer de l'attention. Absolument, parce que, comme on le disait tout à l'heure, en parlant du principe du plan fixe, contrairement à d'autres films qui vont cadrer quelque chose en plan fixe, mais qui sera, je vais pas dire bien cadré en opposition à Skinamarink, mais qui sembleront cadrer ce qu'ils sont censés cadrer. Skinamarink, lui, va prendre son temps pour cadrer des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir dans ce film-là. Ça va vraiment, comme tu disais, des angles de mur, des coins de porte, et au-delà de se demander pourquoi, parce que tout le long du film, tu vas te dire, mais pourquoi tu me montres ça, alors que je sais très bien qu'il est en train de se passer un truc bord cadre, à 2 mm en dessous du cadre que tu es en train de me faire. Tu te dis juste, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Tu veux savoir ce qui se passe, et du coup, en plus de la tension, tu es nourri par une espèce de frustration. C'est aussi ça qui en fait une expérience assez intense, c'est que tout le long du film, franchement, 80% des plans du film vont te frustrer parce que tu ne veux pas regarder ça. Tu veux regarder ce qu'il y a à côté, tu veux regarder ce qu'il y a en dessous, tu veux allumer la lumière dans la pièce que tu vois au fond avec la porte entrouverte parce que tu te doutes qu'il est en train de se passer quelque chose là-bas. Quel que soit ce qu'on te montre à l'écran, tu ne veux pas voir ça, tu veux voir autre chose. Et c'est comme si, comme tu l'as dit, tout le scénario, toute l'histoire du film se situe dans le hors-champ. Et c'est assez insolite en soi, d'oser nous montrer, d'oser nous proposer cette expérience-là, de nous mettre 1h40 à nous montrer des choses qu'on sait qu'on n'est pas censé voir ça, on est censé voir ce qui est à côté. C'est fascinant, c'est assez fascinant. Ça en fait un objet de cinéma vraiment captivant, parce que t'as envie de le revoir derrière et de le revoir parce que tu te doutes que si on te montre ça, c'est qu'il y a peut-être aussi une raison. Il y a plus de questions que de réponses dans ce film, mais c'est ce qui en fait une œuvre aussi fournie, aussi foisonnante. Complètement. Et je me demande des fois, ça c'est une question ouverte, je me demande des fois si, comme tu dis, le film, tout ce qui est intéressant se passe hors champ. Est-ce que c'est pas une manière... c'est une question, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est pas une manière de censurer pour les enfants le plus horrible qui peut être montré ? Est-ce que c'est pas une manière pour eux justement d'occulter en fait l'horreur par ce choix visuel ? Parce que c'est ta phrase qui m'a fait penser à ça quand tu dis la majorité du film se passe en hors-champ. Ça me fait penser à un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Fils de Saul, qui est un film qui se passe dans un camp de concentration allemand et qui a la particularité de suivre un personnage principal, et tout le reste du champ est flouté. On ne voit nettement que le personnage au premier plan. Ce qui fait qu'en fait, toutes les horreurs qui se passent autour de lui sont perpétuellement occultées. Il y a notamment une scène qui se passe à un moment donné dans une chambre à gaz qui est terrible. Se passe ce qu'il doit se passer, et après ils ouvrent les portes pour nettoyer la chambre, et en fait, tout est flou. Toute l'horreur est censurée, en fait. Un film incroyable. Et là, est-ce que ça peut être une forme de... Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La Sonémès n'utilise pas le flou spécifiquement pour censurer, mais ça dirige notre attention spécifiquement vers ces éléments flous, plongés dans l'obscurité, cachés derrière une paroi, que l'on ne peut pas voir.
est-ce qu'on se refuse volontairement la vision de cela ? Est-ce que c'est une volonté d'occulter ce qu'il peut se passer dans le noir de cette porte, alors que la caméra nous y emmène et plonge peu à peu dans l'obscurité de telle sorte qu'on rentre dans cette pièce sans allumer la lumière et on ne peut pas détourner le regard puisque c'est là-bas que se situe la suite du film ? Ou est-ce que on est du point de vue des enfants, on est potentiellement dans le rêve ou le cauchemar d'un enfant qui se voit à la troisième personne et qui aimerait savoir ce qu'il se passe, mais qu'il voit avec ses yeux d'enfant dans cette immensité abyssale qu'est cette maison et qui se censure, enfin qui occulte volontairement quelque chose d'horrible qui serait en train de se passer. Ça, à mon avis, c'est pas pertinent comme interprétation parce qu'il y a des horreurs qui se passent physiquement dans le film qui sont occultées pour nous, mais pas pour les enfants. Nous, on a juste des giclées de sang sur le sol / plafond ou une entité qui dit à un enfant de mettre un couteau dans son œil. Du coup... Après, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que dans les deux cas, on parle de mettre hors champ des notions de violence, dans les deux cas. Pour le fils de Saul, que je n'ai pas vu, je me dis, est-ce que tout simplement ce ne serait pas pour faire preuve de pudeur par rapport à ces événements, afin de montrer effectivement ce qui a pu se passer à cette époque-là, sans se complaire dans une violence assez grave. On parle quand même des camps de concentration. Ouais. Je me dis, est-ce que ça ne serait pas pour ça ? Et là, dans Skinamarink, est-ce que ce ne serait pas... On a parlé tout à l'heure du point de vue. On a dit que le film cherchait à en permanence emprunter un point de vue, que ce soit par l'exploitation du rêve ou l'exploitation du point de vue de l'enfance. Est-ce que le fait de ne jamais montrer, déjà vraiment de ne jamais montrer frontalement la violence, parce que comme tu le dis, même pour nous elle nous est cachée, ou de toujours garder des endroits dans le noir, est-ce que ce ne serait pas des marques d'effacement de l'esprit par un quelconque trauma, tu vois. En gros, peut-être que, étant donné qu'on parle d'un point de vue lié à l'enfance, peut-être que ce sont des souvenirs qu'on regarde et que tout ce qui nous est montré est ce qu'il reste de souvenirs qui ont été grandement effacés parce que ce sont des choses traumatisantes. En tout cas, oui, clairement, le hors-champ a un but, je pense, dans tous les cas. Oui, tout à fait. Et c'est volontaire aussi de pas écrire une histoire totalement linéaire et de laisser un hors-champ aussi narratif dans le film. Il y a plein de choses qu'on nous dit pas, qui peuvent être en l'occurrence imaginées, parce que ces enfants, quand on y réfléchit, ils sont un peu bizarres quand même, tu vois. Ouais, parce que comme tu le dis, c'est vrai que moi c'est ce qui m'a dérangé. C'est que ils ont très peu de réactions qu'on attendrait d'un enfant, en fait. Purement émotionnel. Voilà, c'est ça. Ça. On part du principe qu'un enfant va effectivement toujours fonctionner sur le mécanisme des émotions. S'il est triste, il va se mettre à pleurer. S'il est amusé, il va se mettre à rigoler. Ici, c'est pas ça. Ce sont des adultes dans des corps d'enfants. Ouais. C'est vraiment, en fait, des personnages. Par exemple, je repense à la scène où on voit pour la première fois, je crois que c'est la première fois du film, on voit un objet au plafond et il s'agit d'une chaise. Je crois que c'est la première fois. En tout cas, voilà, il y a cette scène-là où on voit la chaise au plafond et les enfants qui regardent ça et qui ne réagissent pas. Et la seule chose qui se passe, c'est qu'un des deux dit à l'autre je pense qu'on va essayer de faire moins de bruit. Mais, enfin, tu vois une chaise au plafond, enfin je sais pas, soit t'es traumatisé ou tu te mets à pleurer, à crier à quelque chose. Quand ils crient, c'est vraiment des cris très ponctuels. Vraiment, ça dure 1 seconde et après ils se reprennent et il y a vraiment des choses étranges dans leur comportement. Ah oui, mais il y a cette scène, le jumpscare de la Barbie, où donc il y a ce cri strident qui n'est pas humain en fait, avec la lampe torche qui tombe par terre. Donc c'est Kevin, je crois, qui dit une phrase terrible, hein, d'ailleurs. J'avais tellement peur que je pouvais pas détourner les yeux. Mais quel enfant dit ça? C'est clair. C'est terrible. C'est clair. Il y a un côté très désincarné dans ces enfants qui les rend aussi effrayants que le potentiel monstre qui se cache dans la maison. Et quelque chose donne à penser que cette maison
et je crois que c'est une interprétation que j'ai vue aussi sur internet, donne à penser que cette maison est une maison de poupée, tu sais, et que les enfants seraient en train en fait de contrôler tout ce qui se passe dans cette maison. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est le seul fois où on voit ce qui pourrait être le monstre, c'est quand on a ce plan en stop motion des Lego, des Lego agglomérés qui rampent sur le plafond. Et ça m'a fait penser à... donc ça avance petit à petit, mais en stop motion, genre petit à petit. Et ça m'a rappelé la manière dont les enfants jouent au Playmobil, au Lego ou aux poupées. Tu sais, quand tu veux faire avancer un personnage, tu le prends dans ta main et puis tu le fais avancer comme ça, de manière saccadée. Tu lui fais faire des petits sauts. Ouais. Et là, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Est-ce que cette chose serait pas construite par les enfants qui jouent au Lego et serait pas... utilisé pour eux pour se raconter une histoire en fait. Ça peut être une interprétation possible aussi et qui donnerait une logique au fait que ces enfants soient en fait des silhouettes aussi désincarnées que peuvent l'être les poupées avec lesquelles on joue quand on est enfant, tu vois. Avant de conclure cette émission, quand j'y pense, je regarde un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a couvert un champ assez large des procédés de mise en scène et de montage qui se trouve dans Skinamarink, mais évidemment on est loin, très loin d'avoir tout dit. Il y a certains points comme ça qu'on n'a pas forcément mis dans le plan d'analyse, mais que je trouve intéressant. Par exemple, la composition des plans quand il s'agit de filmer les plafonds, les cadres de porte. On se retrouve souvent avec des lignes qui se font face, qui s'entrecoupent. On a des plans qui, assez souvent, sont très chaotiques. En fait, en gros, on se retrouve avec des plans qui sont parfois sans dessus-dessous. Je pense à ce mur. Il y a un mur en parquet. Je n'ai, je crois, jamais vu ça de ma vie. Un mur en parquet. Ça existe pourtant. Ça existe. Voilà, moi, j'avoue que je suis pas du tout familier avec ça. En tout cas, voilà, avec ce parquet comme ça qui avec des planches qui se rejoignent et forment une espèce de pyramide. En fait, moi ce qui m'a fasciné tout le long avec ce mur, c'est que ça renforce cette notion de sans dessus dessous, parce qu'on a des plans qui cadrent le plafond, on a des plans qui cadrent le sol. Parfois on a l'impression que c'est des plans qui cadrent le plafond, mais en fait qui cadreraient le sol mais à l'envers. Le fait de se retrouver avec un parquet, pour moi un parquet ça se met au sol, ça se met pas au mur, faut arrêter les conneries à un moment donné. Je suis désolé. Je suis désolé. Un parquet, c'est au sol, on marche dessus, ça grince, c'est comme ça. Un parquet au mur, ça n'a aucun sens. Et je pense que le réalisateur l'a parfaitement compris, parce qu'il utilise le parquet au mur pour chambouler notre notion de sans dessus-dessous, parce que des fois on cadre le mur et on croit qu'on cadre le sol, parce qu'un parquet c'est au sol, mais non, ici le parquet est au mur. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui vraiment font que à la fin tu te retrouves avec le cerveau complètement retourné, au même titre que les plans du film, parce que vraiment... surtout que c'était un thème du film, c'est un thème visuel, on se retrouve parfois avec un gamin qui est au plafond, c'est même l'affiche du film. L'affiche du film, c'est un gamin qui est au plafond. Voilà, il y a des éléments comme ça sur lesquels on s'est pas attardé, même si là je me suis un peu trop attardé sur le parquet, mais c'est un problème, un parquet au mur, sans déconner. Bref, en tout cas, voilà, on a abordé des points qui nous semblaient intéressants pour creuser un début d'analyse, mais c'est sûr et certain que si on regardait encore plusieurs fois le film, et si on explorait aussi la chaîne YouTube du réalisateur, parce qu'il a une chaîne YouTube avec énormément de courts-métrages qui ont été construits sur la base des rêves racontés par ses abonnés, je pense qu'on pourrait encore plus pousser l'analyse et bien plus loin. Voilà, donc maintenant, Hélène, suite à ce coup de gueule parfaitement légitime, je tiens à le préciser, je te laisse aborder la conclusion. Avec plaisir. Ce côté sans dessus-dessous, moi, me rappelle beaucoup un roman qui est La Maison des Feuilles de Danielewski, qui est un roman expérimental de science-fiction où un personnage découvre que la maison dans laquelle il habite
est en fait beaucoup plus grande et labyrinthique que ce qu'il aurait pensé. Et cela se voit littéralement dans le découpage du texte qui parfois lui-même est aussi un peu sans dessus-dessous. Et c'est un processus qui, je trouve, se voit aussi dans Skinamarink. Alors peut-être que c'était une inspiration qui n'a pas été citée par le réalisateur. En tout cas, ça pourrait être, même si à mon avis c'est pas le cas, mais ça pourrait être une justification d'appeler ce film à l'européenne The House. Est-ce que ce serait une potentielle maison des feuilles ? Possiblement, je ne sais pas. Il y a énormément de théories pour expliquer le film. Elles pullulent sur le YouTube anglophone. Et la plupart parlent évidemment de traumatisme, d'abus, de parents violents, d'enfants psychopathes aussi. Et l'une des plus célèbres, c'est une théorie qui est trouvable sur YouTube sur la chaîne Film Theory. Et là, en l'occurrence, c'est le youtubeur Matt Pat de The Film Theorist qui écrit cette théorie qui tient en un petit quart d'heure et qui a 2 interprétations. Je vais commencer par la plus triste parce que je trouve qu'elle est à la fois très impressionnante et pas forcément intéressante. Selon Matt Pat, le film, une partie du film est l'illustration d'un coma dans lequel plonge Kevin une fois tombé dans les escaliers. Il tombe dans les escaliers au début. Et en fait, il se trouverait dans un hôpital et il hallucinerait une partie des choses. Les portes et les toilettes qui disparaisseraient traduiraient son manque de mobilité et la télé, elle symboliserait celle qui se trouve en face du lit, traditionnellement dans une chambre, et qui passe des éléments du domaine public en continu. Et en fait, pour lui, Kevin aurait une tumeur au cerveau qui provoquerait somnambulisme, hallucination et douleur à l'œil, qui justifierait donc ce couteau qu'il s'enfonce dans l'œil à un moment donné. Et qui traduirait l'une des manières de retirer une tumeur au cerveau qui est de passer par l'orbite pour atteindre plus rapidement. Et de la sorte, à la fin du film, les visages des personnages qui sont distordus sur les photos pourraient être causés par ce qu'on appelle une prosopagnosie, c'est-à-dire l'impossibilité de reconnaître les visages des gens. Et là encore, c'est plausible parce qu'à toute fin du film, Kevin demande plusieurs fois à un visage plus ou moins dans le noir qui il est sans recevoir de réponse. Il y a aussi ce carton assez intéressant qui est le carton 572 jours qui apparaît de manière complètement impromptue, qui fait environ 2 ans. Et ce serait pour le youtubeur MadPat 2 ans de traitement pendant lesquels le personnage se ferait opérer de manière répétée. Et les opérations seraient traduites par la répétition du son ou le son gicle sur le plafond. Et ce petit passage est commenté par les sous-titres par Child Screaming puis Older Child Screaming, à savoir 2 opérations qui interviendraient à 2 moments différents du temps. Et à la fin, la silhouette complètement floue qui peut être celle de la mère, qui dirait « va dormir », ce serait sa mère qui lui dirait de se laisser aller et de mourir pour la rejoindre, puisque la mère serait morte par suicide plus tôt dans le film. Et en effet, dans une partie du film, Kaylee va dans la chambre, elle rencontre sa mère et on entend donc des os craquer. Ce serait le suicide de la maman, auquel Kaylee aurait assisté, ce qui expliquerait qu'elle dirait qu'elle ne veut pas parler de maman. « I don't want to talk about mom ». Et donc ce serait... Tout le film raconterait en fait l'histoire d'un divorce de parents qui n'arrivent pas à gérer la condition médicale d'un enfant qui se désagrège de jour en jour et qui finit par mourir. C'est une théorie qui est terriblement triste et qui peut être vérifiée par le court-métrage qui a été la première étape de création de Skinamarink, qui est disponible en entier sur YouTube, qui est Ek, qui dure une demi-heure, qui est beaucoup plus condensé et qui est à mon sens terrifiant, parce qu'il n'y a aucun jumpscare pour le coup dans celui-là, et où plusieurs éléments ont été repris. Il y a un petit enfant qui chante, c'est la comptine You Are My Sunshine, My Only Sunshine, qui est reprise par la comptine Skinamarink dans Skinamarink. Le compte de jours va beaucoup plus loin et beaucoup plus vertigineux dans Ek. Il va jusqu'à plusieurs milliers de jours, jusqu'à obtenir environ 50 ans, durant lequel l'enfant aurait tourné dans cette maison sans porte ni fenêtre. Le petit enfant s'excuse d'avoir eu un cancer, qui pourrait vérifier la théorie de MadPat. Et donc ces éléments, si on compare Skinamarink à Ek, ce premier court-métrage, en termes de processus de création, la théorie de MadPat est terrible, mais elle est, en l'occurrence, elle est plausible. Et Ek se termine par une dernière ligne de dialogue qui dit « Mom, I think we're in hell » « Maman, je pense que nous sommes en enfer », qui peut être une interprétation plausible de Skinamarink.
Moi, l'interprétation que je trouve la plus intéressante, c'est une sur laquelle MatPat s'attarde assez peu, mais qui, je pense, mériterait d'être prolongée. C'est une interprétation qui se base sur les cartoons qui sont projetés dans la télé, qui sont dans la télé, qui sont des cartoons qui existent réellement et qui appartiennent aujourd'hui au domaine public. Il y en a 4 qui tournent en boucle. Et en fait, ces cartoons, d'après MatPat, et cela se vérifie, racontent en fait l'histoire du film. Et ça va de pair avec mes petites digressions sur le fait que ce film a des côtés cartoonesques. Le premier cartoon, c'est The Song of the Birds, qui est un cartoon de 1935, qui raconte l'histoire d'un petit oiseau qui se prend une balle dans la tête. Il est passé pour mort, mais il se réveille. Et les petits oiseaux, ils font la danse de la joie autour de lui. Kevin se blesse à la tête en tombant dans les escaliers. Le deuxième cartoon, c'est The Cobweb Hotel, qui date de 1936. On a 2 personnages qui assistent impuissants à la prise au piège d'un autre qui essaie de sortir de la toile d'une grosse araignée. De la même manière que Kelly et Kevin sont pris au piège dans Skinamarink par la maison, qui serait la toile du Skinamarink. Le troisième, c'est Bimbo's Initiation, qui date de 1931, où un personnage, donc Bimbo, qui tombe dans une bouche d'égout et qui est emprisonné dans un autre espace. Aujourd'hui, dans le jargon des backrooms, on dirait qu'il a no clip. Il tombe dans un autre espace dans lequel toutes les portes sont fausses. Elles sont en papier peint avec de la pierre derrière ou des choses comme ça. L'espace tourne, se retourne, les portes deviennent des fenêtres, des trous, des machins. Skinamarink, comme tu l'as dit, Mehdi, est sans dessus-dessous. Et le dernier, c'est Presto Change O, qui date de 1939, où un petit chien se fait tirer dans l'œil. De la même manière que Kevin, a priori, se blesse avec un couteau qu'il plongerait dans son œil. Tous ces éléments raconteraient, en fait, l'histoire de Skinamarink. Et cela donne à penser, et là c'est une interprétation personnelle, que la télé agirait comme une espèce d'effet de mise en abîme de ce qu'il se passe dans la maison. Et que la maison, en tournant et se retournant comme une espèce de kaléidoscope, donnerait l'occasion de vivre plein de petits morceaux d'histoire qui se recoupent et se recoupent à l'infini. Ce serait un piège qui se reconfigurerait en permanence à l'infini, quelque chose d'infernal finalement. Et ça pourrait être une idée de l'enfer, une idée cartoonesque. Pourquoi cartoonesque ? Parce qu'il y a en permanence, et ça c'est typique de l'analogue horror et des espaces luminaires, cet esprit, cet effet à la fois de familiarité et de souvenir, et de quelque chose qui est étrangeté, ce côté inquiétante étrangeté. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui va interroger la double signification des histoires, le double niveau de lecture qu'une histoire peut avoir selon qu'on la considère enfant et qu'on la reconsidère adulte. En l'occurrence, ici, est-ce que les histoires qu'on nous raconte enfants... Est-ce que les cartoons des enfants ne seraient pas finalement nos films d'horreur d'adultes ? Est-ce que ce qui est traduit par le cartoon et le dessin en 2D, l'illustration, ne serait pas ce qui deviendrait un film d'horreur, un film de monstre, une fois que l'on est adulte ? Est-ce que, au contraire, les deux interprétations ne pourraient pas se recouper ? Est-ce que ces films qui nous ont traumatisés enfants, et que l'on voit de manière très banale adulte, ne seraient pas aussi les cartoons qu'enfants on considérait comme banaux, et qu'une fois que nous sommes adultes, nous les considérons selon le message adulte qui peut être envisagé. C'est une possibilité. Par rapport à toutes ces questions-là que tu es en train de nous poser, quelque part, est-ce que Skinamarink n'aurait pas la démarche de nous ramener à l'enfance pour faire du film Skinamarink un de ces films qui nous traumatise autant qu'on aurait été traumatisé par des films étant enfant? C'est une interprétation que je suis totalement, et qui fait à mon avis que Skinamarink est très très effrayant et très bien mené, c'est que il a la possibilité de rassembler les personnes en fonction d'un vécu que nous avons tous eu, celui d'un enfant. Nous avons tous été enfants à un moment donné. Le film, quand il a été exploité aux États-Unis, n'a eu que très peu de censure.
il n'a pas été classifié. En revanche, en Grande-Bretagne, il a été interdit aux moins de 18 ans. Cela donne une idée de la considération que l'on peut avoir, la différence de considération que l'on peut avoir de ce type de traitement, parce qu'en vrai, il n'y a rien de graphique. Ce qui est graphique, c'est l'idée que l'on peut s'en faire. Le plaisir que l'on peut avoir face à cette histoire qui nous ramène à l'enfance et qui en même temps peut être terrifiante. Et tu parlais de plaisir masochiste tout à l'heure par rapport à ce type de film. Et dans cette interview, il y a une phrase qui est citée que je trouve est très vraie. C'est que l'horreur, en tant qu'adulte, c'est une horreur qui est consensuelle. On décide de se faire peur. L'horreur est consensuelle, c'est une peur qui est contrôlée, que l'on décide de s'infliger. Et qu'à partir du moment où ce n'est plus consensuel, ce n'est plus de l'horreur. Parce que tout est hors de contrôle. I'll see you somewhere in dreamland, somewhere